Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un avis lecture dans lequel je vais vous présenter 5 titres et je ne vous refais pas le couplet habituel, c'est très éclectique, mais j'ai privilégié aujourd'hui la présentation d'ouvrages un peu plus conséquents, donc soit de romans, soit d'essais, mais il n'y aura pas de graphique dans ce point lecture, d'où la présence seulement de 5 ouvrages. Je vais essayer quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais fait jusque-là sur la chaîne. Je vais vous présenter ces livres par ordre de préférence, donc je vais partir de l'ouvrage que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré, et je commence donc tout de suite avec La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, publié chez les éditions Nathan. Il s'agit d'un ouvrage publié en relié. Je pense que son succès est majoritairement dû au travail éditorial fait sur l'œuvre, parce qu'en ce qui concerne l'histoire, j'ai trouvé ça d'une inconsistance crasse. Pour tout vous dire, j'ai lu 150 pages, il y avait une absence totale de psychologie des personnages, ou tout du moins rien de bien transcendant. Je trouve qu'avec ces titres-là, enfin tout du moins avec ce titre-là, on tombe dans le travers de penser que le divertissement et la lecture légère est nécessairement une lecture pas très bien écrite, pas très bien ficelée, dans laquelle on décèle finalement absolument tous les éléments qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit dans l'intrigue ou dans les relations que les personnages vont tisser entre eux. Malheureusement pour moi, c'est un échec criant. Je sais que ce titre plaît à beaucoup de personnes et je pense que si on devait être parfaitement honnête, l'aspect esthétique joue énormément, parce qu'il est effectivement complexe de dire que ce titre n'a pas demandé un travail éditorial important et que Nathan n'a pas très bien réalisé, je dirais, la communication autour de cet ouvrage. Malheureusement, la communication ne fait pas tout, et je pense que sous couvert de travailler beaucoup l'extérieur, on oublie beaucoup l'intérieur de l'ouvrage. Ici donc, parce que je vais quand même vous résumer un petit peu le titre, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Dans ce titre-là, Perséphone choisit d'elle-même de rejoindre les enfers, pour la simple et bonne raison que son père Hadès et sa mère Déméter souhaitent la marier à un homme, à un dieu plus précisément, mais on ne sait pas lequel. Donc le jour de cette espèce de rencontre, de cette espèce de mise sur le marché de Perséphone par ses parents divins, elle va choisir de fuir en brûlant une fleur d'asphodèle, ce qui va faire qu'elle va pouvoir rentrer en contact avec Hadès et donc se rendre dans les enfers. Arrivée dans les enfers, ce dernier ne veut évidemment pas d'elle et va tout faire pour qu'elle s'en aille, mais elle va faire appel à la loi j'allais dire des rats, mais non, ce n'est pas des rats. Déesse du foyer chez les Grecs, c'est Hestia. Donc elle va faire appel à Hestia, donc la fameuse règle de l'hospitalité, et Hadès ne va pas pouvoir se défaire de Perséphone, qui va donc rester aux enfers et faire un petit peu ce qu'elle veut, voilà. Elle nous est présentée comme une jeune fille de 18 ans qui est finalement complètement inconsciente, qui jusque-là a toujours été soumise mais s'émancipe par la fuite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune part de rationalité, d'argumentation, il n'y a aucun moment où on sait que par le passé elle a essayé de convaincre Zeus et Déméter de son refus catégorique de prendre époux. On ne sait pas pourquoi les choses n'ont pas été acceptées, on ne sait pas, alors de la part de Zeus on sait pourquoi, même si la raison est finalement franchement décevante, et du côté de Déméter on ne sait pas pourquoi Déméter ne préserve pas sa fille, puisque on sait que dans le mythe originel, Déméter ferait tout pour garder sa fille et pour qu'elle soit heureuse. Donc il y a vraiment quelque chose de contradictoire déjà dans cet aspect-là. L'autre chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est le fait qu'on commercialise ce titre sous couvert de féminisme, chose qui n'est absolument pas le cas, parce que finalement, certes en s'émancipant d'une forme d'oppression, Perséphone fait preuve d'un espèce d'acte de rébellion, tout du moins au sein de la communauté des dieux olympiens, mais en aucun cas cet acte n'est un acte d'émancipation à proprement parler, puisque Perséphone se retrouve finalement aux enfers, captive aux enfers, et alors captive aux enfers entre gros guillemets, puisque là ici c'est un choix qu'elle fait, mais même finalement ce choix de la captivité devient quelque chose d'avilissant pour son personnage, ce qui fait que c'est très peu intéressant et que de ce fait je n'ai pas apprécié ce titre. Je ne vous le recommande pas particulièrement. Je remercie les éditions Nathan de me l'avoir fait parvenir toutefois, mais ce n'est pas du tout une lecture que je préconiserais, et puis j'ai beaucoup du mal à comprendre qu'on puisse trouver ce type de titre en rayon young adulte, enfin oui, adolescent young adulte. Je trouve quand même que c'est
vulgariser des choses qui sont importantes et c'est, je pense, confondre des luttes qui ne vont pas ensemble. C'est vraiment défendre un féminisme qui n'est pas un féminisme radical, c'est-à-dire qui s'attaque à la racine des problèmes. Et pour toutes ces raisons-là, je n'aime pas ça, je n'aime pas le fait qu'on plébiscite des ouvrages qui prétendent s'attaquer à un problème de fond alors que finalement ils attaquent seulement les symptômes de choses qui sont beaucoup plus profondes, ancrées et qui demandent réflexion. Et je suis désolée, mais un public jeune est tout à fait apte à avoir des réflexions sur ces sujets-là. Donc je trouve ça voilà, presque infantilisant de proposer ce type de titre. Alors certes, si vous aimez les romances fantastiques, etc., et les réécritures, peut-être que ça vous plaira. Mais très franchement, moi, un roman dans lequel on passe... il y a des tentatives de poésie au niveau du registre de langue, et puis subitement, le personnage nous lâche un merde au milieu de sa phrase. Il n'y a aucune grâce, aucune subtilité. L'emploi du vocabulaire grossier est purement et simplement grossier. Il n'y a aucune tentative stylistique, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis je reviens sur cette idée de départ que je pourrais aborder plus en détail dans une vidéo ou dans un vlog si ça vous intéresse. C'est cette idée qu'aujourd'hui on pense que le divertissement est nécessairement lié à la facilité, à l'absence de réflexion, à l'absence de travail cognitif. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup d'ouvrages, si vous réfléchissez un petit peu dans tout ce que vous avez pu côtoyer, je pense à Romain Gary, je pense toujours à Romain Gary en ce moment, mais combien d'ouvrages sont divertissants et en même temps vous apportent quelque chose d'un point de vue culturel, d'un point de vue de la linguistique, d'un point de vue de grammatical, d'un point de vue de votre culture générale. Je pense pas que ce soit antinomique et je ne pense pas qu'il faille défendre une littérature qui promouvoit le fait que le divertissement est nécessairement quelque chose de léger qui ne pousse pas à la réflexion. Je m'étais engagée à passer vite sur les titres, chose que je ne fais pas du tout, je suis désolée. Je poursuis avec 13 pillards de Juan Branco qui faisait donc partie de ma palle de l'été au même titre que La Reine des Enfers. C'est un ouvrage qui présente donc 13 portraits, alors un petit peu plus puisque certains sont présentés ensemble, mais alors à moins qu'il y ait véritablement très... Bon, peu importe. Ce ne sont pas des portraits à proprement parler, d'ailleurs je vais tout de suite me raviser. Ce sont des espèces d'états de fait, on va dire de compte rendu de ce que certaines personnes ont pu faire, ont pu commettre à l'encontre de la République, à l'encontre du peuple, des personnes qui font confiance aux hommes politiques, des personnes qui votent, des citoyens. Voilà. Donc on parle majoritairement des grandes fortunes, je pense à Benjamin Griveaux, Xavier Niel, Arnaud Lagardère. Ensuite, toutes les personnes qui vont vraiment avoir de l'influence sur les médias français et qui donc en quelque sorte construisent un petit peu l'image des politiciens que l'on voit en vogue à des moments alors que paradoxalement quelques temps avant ils n'étaient pas du tout médiatisés voire complètement inconnus au même titre que Macron par exemple. Donc ce sera le cas par exemple de Mimi Marchand qui est présentée ici mais que Juan Branco présentait déjà très largement dans Crépuscule. Et ensuite on a donc des personnages politiques qu'on connaît fort bien, tels que Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal, tout un tas de personnages qu'on voit évoluer en permanence sur nos écrans et dans nos journaux. Voilà, donc c'est un espèce de petit bilan, je dirais, des choses qui ont été faites et commises par chacun de ces acteurs. Alors, c'est une forme de dénonciation évidemment de ces superpuissances, de ces grands groupes milliardaires ou multimillionnaires qui possèdent absolument tout en France, particulièrement les médias, parce qu'il y a une grosse critique de la liberté d'expression dans les médias et de la privatisation des médias par certains grands groupes. Et plus généralement on a cette présence de donc l'influence de l'oligarchie sur tout le système politique en France. Donc c'est un petit texte qui à mon avis ne convient pas si vous n'avez pas déjà lu Crépuscule ou quelque chose de cet ordre là, qui explique un petit peu voilà le système des castes, l'oligarchie, finalement la présentation du système actuel politique et de ses dessous particulièrement, puisque c'est ce que fait un petit peu Juan Branco. Donc je pense qu'il vaut mieux lire Crépuscule avant de lire celui-ci. Le bémol que je trouve, que je relève et que je voyais déjà dans Crépuscule mais pas de manière aussi criante, c'est véritablement que Juan Branco, alors déjà le style se veut très poétique. On a par exemple cette volonté de l'auteur de systématiquement terminer ses phrases par des participes ou par des verbes conjugués, ce qui est assez étonnant parfois.
c'est pousser le style classique à un niveau peut-être un petit peu exagéré compte tenu des thématiques abordées. Donc il y a ce côté-là qui peut paraître vraiment prétentieux. En toute honnêteté, par moments j'ai trouvé ça un petit peu pédant d'un point de vue stylistique. Et je pense que Juan Branco n'a pas besoin d'étaler de sa culture comme de la confiture pour que ses ouvrages soient intéressants. Donc le style est un petit peu lourd d'une part, et d'autre part, voilà, il y a vraiment cette propension à voir contre lui. Alors c'est quand même quelqu'un que je suivais assez régulièrement il y a quelques années parce que je m'intéressais beaucoup à ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait dire. Mais alors j'ai envie de dire finalement qu'importe que mon ressenti soit... dans tous les cas mon ressenti sera personnel, je ne peux pas vous donner un autre ressenti que le mien, et peut-être que je suis extrêmement naïve, mais je trouve que parfois il y a des propos qui sont un peu trop complotistes, notamment sur tout ce qu'il estime fait à son encontre finalement. Ce titre là, ça faisait un moment que je voulais le fréquenter, voir un petit peu comment il était présenté. J'ai cédé à la curiosité, je ne pense pas que je continuerai l'expérience par la suite, même si son ouvrage concernant notamment Hanouna, donc je ne regarde absolument pas ce type de médias, mais m'intéresse pas mal parce qu'on a justement, de ce que j'ai compris, Hanouna est pris en exemple pour parler un petit peu du monde de la télévision aujourd'hui et de la privatisation des médias, mais je suis persuadée que d'autres auteurs, que ce soit des sociologues, des philosophes parlent tout aussi bien de sujets et que je n'aurais pas forcément besoin de me tourner vers les œuvres de Juan Branco pour continuer à en apprendre plus sur ces sujets-là. Je continue donc avec ce fameux classement que je vous exposais à l'initiale, à savoir du moins bon de la moins bonne lecture à la meilleure lecture. Un livre que j'ai plutôt pas mal aimé, à ma grande surprise. Alors sachez que je n'avais pas encore lu Le Maître des Illusions avant de lire If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Phibbs qui est une branche de Brajlon. Bon, le travail éditorial est très sympa. En revanche, je trouve qu'il est tout de même assez mal fini. Pour un ouvrage à 25 €, vous avez toute la patine du brillant qui s'en va. Bon, c'est un aspect purement esthétique, mais je tenais tout de même à le souligner. Cet ouvrage-là, il est dans la veine de la Dark Academia, donc c'est quelque chose qui marche très très bien en ce moment et que j'adore fréquenter. Cet ouvrage il m'a été offert quand ma mamie était à l'hôpital et je n'arrivais pas à lire du tout. J'avais seulement des ouvrages très classiques à disposition, je n'arrivais pas à me plonger dans des choses très exigeantes, et donc on m'a offert cet ouvrage et je l'ai commencé. Donc évidemment je le rattache à une période de ma vie qui n'est absolument pas agréable. C'est un ouvrage qui me rappelle beaucoup de choses, qui m'émeut beaucoup, même là quand j'en parle, et non pas pour son contenu, mais bel et bien pour la période qu'il symbolise pour moi. Mais je vais essayer de faire abstraction de ça pour vous présenter vraiment l'ouvrage en tant que tel, donc ce qu'il raconte, mais aussi ce que j'en ai pensé. Dans cette histoire, on va suivre donc plusieurs adolescents, et particulièrement Oliver Marks, il y a deux temporalités. Lui, il vient de purger une peine de prison de 10 ans. Parce qu'il y a donc 10 années, lorsqu'il était sur son campus universitaire, donc dans une école de théâtre hautement prestigieuse, qui consistait majoritairement à reprendre des pièces shakespeariennes, a été accusé, enfin tout du moins s'est rendu coupable du meurtre d'un autre jeune homme qui faisait partie de son groupe d'amis. Donc ses amis, alors je n'ai pas les noms ici, et puis je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, donc je vais avoir du mal à tout retrouver, mais vous avez donc des espèces de rôles très précis qui sont attribués à chacun des personnages dans ce groupe d'amis. Donc le méchant, le héros, le tyran, la femme fatale, donc des choses très très stéréotypées, mais qui sont exposées et explicitées par le fait que ces jeunes gens sont des acteurs et finalement incarnent leur rôle même au-delà des planches. Donc c'est très intéressant cet aspect-là, parce qu'il y a une espèce de sortie du monde artistique, enfin d'émergence du monde artistique dans le monde réel et dans les comportements quotidiens des protagonistes. Ça c'était très chouette. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un gros travail sur l'œuvre shakespearienne dans ce titre-là. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans ces espèces d'universités anglaises, avec une espèce de brouillard qui enveloppe un petit peu tout le paysage, avec ces espèces de cours qui se déroulent dans des amphithéâtres tout en bois,
très vieux, qui grince, qui crisse, bref. Donc moi j'adore cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré expérimenter. Je pense que malheureusement, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vivre ce genre de choses, de partir pourquoi pas faire un stage dans une université anglaise pour, je sais pas, me perfectionner sur un domaine ou pour suivre un séminaire sur une thématique bien précise, mais c'est vraiment un univers que j'adore. Donc déjà il y a cette plus-value sur n'importe quel ouvrage qui va se dérouler dans ce type d'atmosphère, qui est que voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je romantise, mais à un point inimaginable. Donc forcément déjà le cadre de l'ouvrage était parfait pour moi. Et en fond, on a donc cette histoire de meurtre, et c'est en ça que si vous avez lu Le Maître des Illusions, il y a une résonance qui est vraiment indiscutable entre les deux titres. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la lecture du Maître des Illusions après la lecture de ce titre-là, et ce titre reprend tous les codes du Maître des Illusions, donc si vous avez aimé, vous aimerez ce titre-là. Sachez simplement que c'est un titre vraiment adapté à un public bien moins exigeant, je dirais. On rentre beaucoup moins dans les détails, mais ce n'est pas au détriment de la psychologie des personnages, bien que la psychologie des personnages dans Le Maître des Illusions soit beaucoup plus intéressante, parce que justement, elle n'a pas cet aspect stéréotypé qui se défend dans ce titre-là. Mais les protagonistes du Maître des Illusions, c'est une fois que vous les avez, je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous l'avez déjà lu, une fois que vous les avez rencontrés, ce n'est pas des psychologies que vous pouvez complètement zapper, pas du tout, c'est vraiment, ils s'ancrent un petit peu en vous, ils ont quelque chose de collant. Là, c'est pas trop le cas quand même. Donc, c'est divertissant, mais c'est du divertissement qualitatif. Et donc, on va suivre ces personnages qui évoluent dans cette faculté. Comme je vous le dis, il va y avoir donc un des membres de ce groupe qui va malencontreusement décéder dans un accident. Et on va un petit peu donc tout à la fois mener l'enquête et suivre donc les partiels de ces personnages, leur évolution, les rôles qu'ils vont jouer. Et il y a donc un écho permanent avec les œuvres shakespeariennes. Voilà, je pense que je me suis un petit peu répétée, mais c'est l'idée générale pour ce titre. Je continue avec Cathy de Michael McDowell, publié chez les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc Michael McDowell, vous le connaissez certainement pour Blackwater ou pour Les Aiguilles d'Or, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc j'ai effectué cette lecture moitié en papier, moitié en audio, puisque vous trouvez ce titre sur Nextory, ce qui est très pratique, hein, vraiment. Pour moi, ça m'a permis, alors sur des titres comme ça qui ne sont... Alors d'un point de vue stylistique, c'est très chouette ce que fait Michael McDowell, mais ce n'est pas très exigeant, donc vous pouvez tout à fait faire autre chose en même temps, ce n'est pas dramatique, vous n'allez pas perdre l'essence de ce que vous êtes en train de lire. Beaucoup plus complexe pour le prochain livre dont je vais vous parler d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je soulignerai ce détail-là. Donc pouvoir alterner de l'audio au format papier, c'était quelque chose de très agréable et c'est une expérience que j'adore faire avec ce type de roman. Donc ici on va suivre, on a un personnage principal qui s'appelle Philomela, Philomela Drax, qui va recevoir un jour une lettre. Donc elle est dans une situation dramatique, Philomela. Elle habite dans un petit village américain avec sa mère qui est couturière mais qui gagne extrêmement mal sa vie. Donc les deux femmes s'en sortent tant bien que mal jusqu'au jour où elles ne peuvent tout simplement plus payer le loyer du logement dans qu'elles occupent. Et cette impossibilité de paiement est doublée par le fait qu'une nouvelle couturière vient de s'installer en ville et que la maman de Philomela craint de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille. Ce jour-là, une lettre arrive au domicile des Drax, et cette lettre, c'est une lettre du grand-père de Philomela qui prétend être en danger de mort, puisque une famille assez mal intentionnée est venue s'installer dans sa ferme. Donc son fils avait épousé une dame, cette dame avait des intentions qui étaient très peu louables. Et lorsque le fils donc de Monsieur Drax est mort, elle a épousé un autre homme. Cet homme, c'est... je me souviens plus de leur nom de famille, mince. Donc cet homme, c'est un Slap, donc Anne, donc la belle-fille de Monsieur Drax devient Anne Slap, et elle a une fille qui s'appelle... Alors, elle a une belle-fille qui s'appelle Cathy. Et ces gens sont très mal intentionnés, ils souhaitent avoir la main mise sur les fonds du grand-père, mais également sur sa ferme. Et voilà, le grand-père tente d'exposer un petit peu tout ça dans sa lettre et demande donc à sa fille de lui envoyer Philomela afin que Philomela puisse lui venir en aide. Elle saute sur l'occasion, elle n'hésite pas une seule seconde. Entre-temps, elle trouve un moyen pour trouver donc le loyer qui doit être payé le lendemain. Moyen qui
Et j'ai envie de dire un petit peu tomber du ciel, mais pourquoi pas. Ce n'est absolument pas dérangeant dans ce titre. Il y a énormément de choses qui se produisent. Vraiment, on se dit, mais où est la crédibilité? Mais ça passe tout seul quand même. Donc Philomela arrive chez son grand-père, elle tente de le sauver, malheureusement n'y parvient pas, et on va donc suivre ses pérégrinations, ses péripéties. Mais alors, je vous préviens, la destinée de Philomela, elle est d'une noirceur sans nom. Elle est vraiment... Cette jeune fille est accompagnée de la mort en permanence. En permanence. C'est sans espoir. Et curieusement, ça c'est un des petits bémols parce que je trouvais que dans Blackwater, il y avait une atmosphère qui était propre à l'univers et qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Je trouve qu'ici déjà c'est un petit peu plus téléphoné. Mais c'est qualitatif, c'est divertissant. La psychologie des personnages est intéressante, les liens entre les personnages sont intéressants et Philomela a cette qualité, je trouve, d'être présentée comme une héroïne vertueuse qui en même temps nourrit des sentiments extrêmement négatifs, donc de haine profonde envers les slaps, et elle arrive finalement à se construire avec cette espèce de dualité qui paraît incompatible pour un personnage de roman en tout cas. C'était très crédible, donc cet aspect-là. Il y a des choses qui le sont moins, comme je vous le disais. Mais ça n'empêche que c'est une lecture bien pensée, intéressante, encore une fois divertissante. Je trouve que le travail éditorial chez Monsieur Toussaint Louverture n'a rien à envier aux plus jolis reliés qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché du livre. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Cathy aussi. Donc Cathy, c'est la belle-fille de Dan, donc c'est Cathy Slap. Elle a à peu près le même âge que Philomela. Et c'est une jeune femme. Une jeune femme. Donc c'est une jeune femme qui a des pouvoirs de divination assez impressionnants, c'est-à-dire qu'elle peut, par le biais d'un regard ou d'un contact physique, nommer énormément de choses sur les personnes, donc elle arrive à se faire énormément d'argent de cette façon. C'est aussi comme ça qu'elle dupe la plupart des personnes qu'elle va croiser et qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Bref, c'était très sympa, j'ai préféré Blackwater, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis j'aime bien le fait que Michael McDowell ne s'embarrasse pas d'expliciter tous les traits fantastiques qu'il peut mettre en place dans ses romans. Je trouve que c'est toujours sympathique de laisser une espèce d'ouverture pour le lecteur et c'est très bien fait ici. On ne dirait pas que l'auteur ne sait pas comment l'expliciter, mais simplement qu'il fait le choix de ne pas le faire, et pour le coup c'est un choix que je respecte complètement. Le dernier ouvrage dont je voulais vous parler, il s'agit des Rois Maudits, donc le premier tome, Le Roi de Fer de Maurice Druon. C'est une saga qui a été écrite dans les années 70 et qui va retracer l'histoire de France depuis le XIVe siècle à peu près. Il me semble que c'est 1314, donc au moment de la chute des grands maîtres du temple, donc des Templiers. Donc cette espèce de chute, elle est incarnée par un personnage historique et réel ayant existé, donc Jacques de Molay, pardon. Et au moment donc de son arrivée sur le bûcher, cet homme profère une malédiction qui le lance donc sur toute la descendance du roi Philippe le Bel, qui est donc qui est roi au moment où les choses se déroulent. Cette malédiction pèse aussi donc sur le pape Clément V et sur Nogaret, qui sont donc des hommes... donc le pape dépend beaucoup du pouvoir français à l'époque, et Nogaret est l'espèce de conseiller du roi Philippe le Bel. Bref, et donc on va suivre cette histoire-là, qui est donc une histoire alors basée sur des faits réels, mais qui aussi dans une certaine mesure s'émancipe, prend des libertés nécessairement, que ce soit dans les dialogues, dans les relations entre certains personnages, dans les spéculations financières qu'il peut y avoir autour de certaines sommes annoncées, etc., etc. Mais dans une grande mesure, les choses sont historiquement correctes. C'est trop bien. Je vais pas m'encombrer de grandes fioritures pour le dire autrement. C'est très bien. Sur Audible, vous avez une préface de J.R.R. Martin qui vous dit que finalement, donc cette œuvre de Maurice Druon l'a grandement inspiré pour la création, la conception de Game of Thrones et de ses personnages. Je comprends tout à fait pourquoi. Vous êtes vraiment dans un ouvrage qui parle de complots politiques, qui parle de secrets familiaux, des enjeux de pouvoir dans un royaume, dans l'un des royaumes les plus importants. Vous avez également toutes ces explicitations, ces espèces de mariages arrangés qui concernent beaucoup plus les alliances politiques, etc., etc.
et c'est super bien. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un très très bon moyen de se construire une petite culture historique, de découvrir aussi le nom de grands personnages historiques. Et c'était super bien, j'ai adoré. Je suis impatiente de lire le tome 2, même si là je vous en parle, voilà, sans grandiloquence, etc., etc. Parce que je ne vois pas forcément l'intérêt de le faire. Je trouve que c'est un livre qui est très élégamment écrit. Je trouve que Maurice Druon aussi a dû faire preuve d'un travail de recherche assez impressionnant pour mettre en place les protagonistes de son récit. C'était top, voilà, en plus ils sont extrêmement brefs, donc je vous les recommande vraiment. Je pense lire le tome 2 dans peu de temps. Sachez encore une fois, si vous ne les avez pas ou que vous ne souhaitez pas vous les procurer, que vous voulez un petit peu savoir de quoi il en va véritablement, l'audio est disponible sur Nextory. Simplement, je vous le dis, à la différence de Cathy par exemple, que je pouvais vraiment lire en faisant d'autres choses et même je dirais en m'absentant quelques secondes de ce que j'étais en train d'écouter, là c'est moins le cas parce qu'il y a beaucoup de protagonistes, les noms sont difficilement mémorisable parce que vous avez donc Philippe, Charles, bref, beaucoup de noms qu'on est tellement habitué à côtoyer dans l'histoire française que ça en devient presque confus pour nous. Mais c'était vraiment très très bien et je vous le recommande grandement si vous souhaitez voilà, retrouver un petit peu finalement l'aspect complot politique que vous trouvez dans les grandes fantaisies médiévales, mais en ayant voilà cette grande part très réelle de l'histoire de France. Donc voilà pour cette petite présentation, j'espère que les ouvrages présentés ont pu vous plaire. Je ne sais pas si je garde ce petit mode de fonctionnement de vous classer finalement les ouvrages que j'ai le plus ou moins aimés. Ici le classement m'a paru très évident, donc c'était quelque chose qui est venu presque intuitivement pour moi lorsque j'ai voulu construire la vidéo, en sachant que je n'écris pas mes vidéos, donc c'est resté tout de même très spontané. Ce n'est pas toujours le cas, il y a quand même des moments où je vous présente 5-6 lectures inclassables pour moi, mais là en l'occurrence finalement c'était assez aisé. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous aimez ce mode de fonctionnement, cette façon de classer un petit peu et d'organiser la présentation de mes lectures. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo et à laisser un commentaire, quel que soit le commentaire, même un petit emoji fait toujours plaisir puisque ça booste un petit peu aussi la visibilité de la vidéo. Non pas que ce soit mon objectif premier, bien sûr que non, mais c'est vrai que je vous l'expose tout le temps et je ne vais pas rabâcher pour la énième fois, mais c'est toujours gratifiant de voir un petit peu que son travail peut plaire. Et un petit commentaire, c'est aussi une trace de votre passage, savoir que vous êtes venu, que vous avez regardé la vidéo, que vous avez une opinion, une pensée, une envie de partager quelque chose. Merci encore et à bientôt.